15 heures au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. On commence tout de suite le journal par les principaux titres de l'actualité. Le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre d'État saoudien abordent les accords de coopération entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Dr Abdelghati souligne à Riyad l'importance de s'appuyer sur la vision commune pour la sécurité et la coopération dans la région. L'armée de l'occupation israélienne ordonne de suspendre l'aide en provenance de Jordanie pour Gaza. À la une de l'actualité, c'est le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a souligné la profondeur et la force des relations entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, affirmant qu'il s'agit d'une relation stratégique et fraternelle fondée sur un destin commun, des intérêts partagés et une vision commune pour relever les défis auxquels la nation arabe est confrontée. Ceci a eu lieu lors de la rencontre de Moustapha Madbouli avec le ministre d'État et membre du Conseil des ministres saoudiens, Sam Ben Saad Ben Saïd, et la délégation qui l'accompagnait. Au cours de cette rencontre, des accords de coopération entre l'Égypte et l'Arabie saoudite ont été abordés pour promouvoir les relations entre les deux pays arabes. L'entretien a également porté sur le projet de fonds d'investissement saoudien, au cours duquel un programme d'investissement en Égypte sera lancé dans la période prochaine. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a souligné l'importance de s'appuyer sur la vision commune pour la sécurité et la coopération dans la région, adoptée par le Conseil ministériel de la Ligue arabe en tant qu'initiative collective et constructive qui contribue à assurer la sécurité et la stabilité dans la région. Ceci a eu lieu lors de la rencontre de Dr Abdelghati avec son homologue saoudien, le prince Faisal Ben Farhan, lors de sa visite à la capitale saoudienne Riyad. Les deux ministres ont réitéré leur condamnation de l'opération militaire israélienne à Gaza, la qualifiant d'escalade extrêmement dangereuse et une grave violation du droit international humanitaire. L'armée de l'occupation israélienne a recommandé à ses autorités de suspendre l'aide en provenance de la Jordanie pour Gaza après une attaque ayant causé la mort de 2 soldats israéliens au point de passage entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie. Un nombre de Palestiniens a été tué et blessé à l'aube par l'armée de l'occupation dans la bande de Gaza. L'agence de presse palestinienne Wafa a indiqué que 2 enfants palestiniens sont tombés martyrs lors d'un raid sur une tente abritant des déplacés à l'ouest de la ville de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza. Selon l'agence, un Palestinien a été tué et plusieurs autres ont été blessés dans une attaque aérienne de l'occupation à l'environ d'une mosquée à Deir el-Balah. Un autre Palestinien a été tué et d'autres ont été blessés à Abu Sarsar, à l'ouest du camp d'El Nusayrat, au milieu de la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas réussi hier à approuver le projet de cessez-le-feu dans la bande de Gaza à cause du veto américain. Les États-Unis ont une nouvelle fois bloqué hier l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un texte réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza, un projet porté par la majorité des membres qui ne renoncent pas malgré les vétos américains répétés. Le projet réclamait la fin des restrictions à l'aide humanitaire et exigeait un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza, ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle des otages. Il a recueilli 14 voix des 15 voix.
Le président libanais Joseph Aoun a condamné les attaques et le silence des pays qui ont parrainé le cessez-le-feu, ceux qui encouragent davantage d'agressions. La France et les États-Unis sont les principaux garants du cessez-le-feu conclu en novembre. L'armée de l'occupation israélienne a mené hier des frappes sur 5 localités du sud. Un citoyen syrien a été blessé lors de la frappe israélienne dans la région de Maïs al-Jabal, une ville frontalière ravagée par la dernière guerre. Des frappes ont également touché les villes de Debin, Bourj, Kalouieh, Al-Shahabiyya et Kfar Tibrin. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a dit aujourd'hui avoir soumis aux puissances européennes une proposition équitable et équilibrée sur le dossier nucléaire pour empêcher le rétablissement de sanctions de l'ONU contre la République islamique. En effet, le Conseil de sécurité de l'ONU doit donner aujourd'hui son feu vert au rétablissement des sanctions contre Téhéran à quelques jours du sommet annuel de l'organisation qui pourrait toutefois donner une nouvelle chance aux négociations sur le programme nucléaire iranien. Les détails dans ce commentaire. En 2015, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis, la Russie et la Chine avaient conclu avec Téhéran un accord prévoyant un encadrement des activités nucléaires iraniennes en échange d'une levée des sanctions. L'Iran s'était ensuite affranchi de certains engagements, notamment sur l'enrichissement d'uranium, et les pays occidentaux le soupçonnent de vouloir se doter de l'arme atomique. Téhéran dément et défend son droit à développer un programme nucléaire civil. Dans ce contexte, après des négociations et de multiples mises en garde, et à quelques semaines de l'expiration de la résolution 2231, Paris, Londres et Berlin ont déclenché fin août le snapback, mécanisme qui permet de rétablir les sanctions dans un délai de 30 jours. Les Européens jugent notamment insuffisant l'accord conclu le 9 septembre entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique sur un nouveau cadre de coopération. Cet accord ne s'est pas traduit par une reprise immédiate des inspections suspendues par Téhéran après les frappes israéliennes et américaines menées en juin durant la guerre des 12 jours. Les dernières nouvelles que nous avons reçues des Iraniens ne sont pas sérieuses, a résumé jeudi le président français Emmanuel Macron dans un entretien à la télévision israélienne, disant penser que les sanctions seraient rétablies d'ici la fin du mois. Formellement, en vertu des termes de la résolution 2231, le texte qui sera soumis au vote du Conseil de sécurité vendredi prévoit le maintien de la levée des sanctions. Pour être adopté, la Russie et la Chine, qui s'opposent au rétablissement des sanctions, devront ainsi réunir 9 votes positifs sur les 15 membres du Conseil, un nombre qui, selon plusieurs sources diplomatiques, ne devrait pas être atteint. En Corée du Nord, l'agence officielle KCNA a déclaré aujourd'hui que le numéro 1 nord-coréen Kim Jong-un a supervisé un essai inédit de drone de combat. Selon KCNA, cet essai a clairement montré l'excellente efficacité au combat des drones d'attaque tactique de Pyongyang. Des engins qui, pour Kim Jong-un, constituent un atout militaire majeur et une tâche prioritaire dans le cadre de la modernisation de l'armée nord-coréenne. Par ailleurs, le dirigeant nord-coréen a également appelé à développer rapidement la technologie d'intelligence artificielle et à étendre et renforcer la capacité de production en série de drones, souligne KCNA. Le Washington Post a rapporté que le président américain Donald Trump a refusé d'approuver l'aide militaire à Taïwan d'une valeur de 400 millions de dollars, tandis que des négociations commerciales sont en cours entre Washington et Pékin. Un responsable à la Maison-Blanche a indiqué que la position de Trump sur cette question n'était pas encore définitive.
La ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Machot, et le ministre espagnol des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la Coopération, José Manuel Alvarez, ont signé l'accord de partenariat pour le développement 2025-2030. Cet accord, le premier du genre, vise à promouvoir le développement économique, la transition verte et les efforts de sécurité alimentaire et s'inscrit dans le cadre des travaux du Forum d'affaires égypto-espagnol organisé à l'occasion de la visite historique du roi d'Espagne en Égypte. La signature s'inscrit dans le cadre des travaux du Forum d'affaires égypto-espagnol. En France, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues du pays hier lors d'une journée de grève et manifestation à l'appel des syndicats pour peser sur les choix budgétaires du Premier ministre nommé la semaine dernière en pleine crise politique. C'est la deuxième journée de mobilisation en 8 jours après celle du mouvement Bloquons tout le 10 septembre, lancé sur les réseaux sociaux qui a mobilisé 200 000 personnes selon les autorités. La Banque du Japon a maintenu aujourd'hui ses taux d'intérêt inchangés en pointant un climat économique et commercial incertain, un statu quo attendu, mais a aussi lancé une nouvelle étape de son resserrement monétaire avec la cession de titres financiers qui gonflent son portefeuille. Les détails dans ce commentaire. La Banque centrale nippone conserve son taux directeur à 0,5%, décision largement attendue par les analystes qui tablaient plutôt sur un relèvement dans les prochains mois. Pour contrer le retour de l'inflation, la Banque du Japon avait entamé en mars 2024 une normalisation après une décennie de politique monétaire ultra accommodante, commençant à relever ses taux longtemps restés nuls ou négatifs. Mais cette dynamique avait été suspendue après janvier dernier devant l'assombrissement de l'horizon économique sur fond de guerre commerciale et d'atonie de la croissance nippone. La croissance économique japonaise devrait ralentir car les politiques commerciales et autres politiques conduisent à un ralentissement économique à l'international, faisant pression sur les bénéfices des entreprises nippones, notamment dans le secteur manufacturier, soulignait la banque. Les exportations japonaises vers les États-Unis se voient appliquer une taxe douanière plancher de 15%, le secteur automobile, moteur de l'économie nippone, souffrant particulièrement. La banque japonaise exprime sa confiance dans la solidité fondamentale de l'économie, mais souligne l'extrême incertitude quant aux politiques commerciales et à l'impact sur l'activité économique et les prix. En somme, un resserrement monétaire serait approprié si l'incertitude élevée n'assombrissait pas les perspectives, explique-t-elle. Autre facteur susceptible de retarder une nouvelle hausse de taux, la fièvre politique nippone, alors que la campagne bat son plein au sein du parti libéral démocrate au pouvoir pour remplacer le Premier ministre démissionnaire Shigeru Ishiba. Dans l'immédiat, cependant, l'institution ouvre d'ores et déjà une nouvelle étape de son resserrement monétaire. Elle a annoncé vendredi qu'elle entreprendra de céder des fonds indiciels, côté précédemment acquis massivement pour soutenir les marchés financiers. Voilà donc, c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la télévision égyptienne.